Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up. Elle est la personne habilitée à être aux côtés de la femme enceinte et celle qui accouche. L'Organisation mondiale de la santé le dit et plusieurs autres structures dont l'UNFPA l'affirment aussi. Les sages-femmes méritent d'exercer pleinement leur rôle dans les maternités et être autonomes dans leur travail car elles accompagnent les femmes dans les moments importants de leur vie. À l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme, nous allons encore une fois jeter un regard sur ce métier noble qui contribue à sauver des vies, des femmes et des enfants. Mais je vous propose d'abord de suivre ce reportage avant d'en parler avec nos invités. Présentes dans les couloirs des maternités, elles assistent les femmes enceintes et celles qui accouchent. Les sages-femmes, ces héroïnes qui accompagnent les femmes dans les moments les plus importants de leur vie, ont un rôle primordial aux côtés de la femme enceinte et celle qui accouche. Par leur travail, elles contribuent à réduire la mortalité maternelle et infantile. Victorine Mango est sage-femme à la maternité de Binza, où elle exerce depuis une dizaine d'années. Elle joue son rôle correctement de la consultation prénatale à l'accouchement. Elle intervient également dans le service de planification familiale après l'accouchement. Ici à la maternité de Binza, nous sommes une maternité de base, là où la sage-femme a sa place. Il n'y a pas de chevauchement de profession. Une femme devant toi qui est enceinte, tu as des responsabilités, et de la femme et de son bébé qu'elle porte. Des véritables héros dans l'ombre qui, même dans des situations de crise humanitaire, aident à donner la vie. Esther Mousseka est sage-femme formée. Elle prend en charge les femmes dans sa communauté. Je suis sage-femme humanitaire. Je travaille dans la zone de Saté de Bounia et même dans la zone de Saté de Djougou. Je viens donner secours et assistance aux femmes déplacées qui manquent d'assistance. Il y a de celles qui arrivent déjà complètes. Et je me souviens des cas, donc la femme est arrivée, donc elle venait d'arriver au site directement, donc elle a fait un long voyage et cela avait stimulé le travail d'accouchement. Rapidement là, je m'habille, je me prépare pour diriger l'accouchement et c'était une présentation des sièges. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie n'est pas seulement un slogan, mais plutôt un engagement pour celles et ceux qui pratiquent ce métier. Mais pour y arriver, ils ont besoin de plus d'attention de la part des autorités. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles méthodes. Nous allons en formation pour apprendre de nouvelles méthodes. Mais les problèmes que nous rencontrons souvent, c'est parce que tout ce que nous sommes en train, exemple, d'aller prendre en formation, on n'arrive pas à bien les pratiquer parce que les matériels parfois nous font défaut. Si notre gouvernement pouvait aussi penser à nous pour que nous travaillions dans de bonnes conditions, parce que nous sommes là, c'est pour que les femmes accouchent sans problème. Une femme ne peut pas mourir en donnant une vie, c'est ça notre devise. Et un enfant ne peut pas mourir en venant au monde. Il faut donc réglementer ce secteur et investir dans ce métier qui contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable et à garantir les droits à la santé sexuelle et reproductive des filles et femmes en République démocratique du Congo. Conscient du rôle capital que jouent les sages-femmes dans la survie de la mère et du nouveau-né, le Fonds des Nations Unies pour la population contribue à investir pour accroître le nombre des sages-femmes et améliorer la qualité et la couverture de leurs services. Ambro Kakabea, bienvenue sur ce plateau de Check-up. Merci beaucoup. Vous êtes le président de la Société congolaise de la pratique sage-femme. Depuis combien d'années déjà? C'est une 7e année. 7e année. Confirmé, oui. Comment se porte la SCOSAF? Très bien. La SCOSAF est en parfaite santé et se porte très bien. C'est le mois de mai, le mois qui est dédié à la sage-femme. Au cours de cette émission, nous aurons justement l'occasion de parler de cette pratique, ce métier noble, comme on dit, les héros dans l'ombre, celles qui aident à donner la vie, celles qui aident à sauver les femmes. Au cours de cette émission, nous allons justement parler de votre métier à l'occasion de la Journée mondiale de la sage-femme. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes également à côté de Madame Aline Moulunda. Bienvenue Madame. Merci.
Vous êtes la conseillère sage-femme à l'UNFPA, conseillère pays à l'UNFPA. Quand on parle de la sage-femme, on ne peut pas parler de la sage-femme sans parler de l'UNFPA. Merci d'être venu sur ce plateau pour justement parler de votre accompagnement, de ce que vous faites aux côtés de la sage-femme. Monsieur Ambroka, j'aimerais commencer avec vous. On va parler justement, je le disais, de ce beau métier, mais aussi de la Confédération internationale de la sage-femme qui fête cette année ses 100 ans. 100 ans, ce n'est pas peu, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. 100 ans d'existence, cette confédération qui réunit au moins les associations de 120 pays, des sages-femmes de 120 pays du monde, dont justement la SCOSAF. Mais avant de parler de ce que vous faites ou de ce que vous avez tiré comme profit au sein de cette association, M. Ambroka, parlez-nous un tout petit peu de l'ICM. ICM, ça vient de l'anglais, International Confederation of Midwives, donc la Confédération internationale des sages-femmes. C'est d'une façon brève, c'est le chapeau, c'est l'organisation qui porte les sages-femmes sur le plan mondial. C'est la corporation qui regroupe toutes les sages-femmes du monde réunies ensemble pour des orientations, pour des directives, pour les normes en ce qui concerne la pratique sage-femme. Donc, le chapeau, l'organisation, la corporation qui regroupe toutes les sages-femmes du monde reste la Confédération internationale des sages-femmes qui a vu le jour vers les années 1922 avec un groupe de sages-femmes belges, donc européennes, qui se sont regroupées, qui se sont dit non voilà, essayons un peu de mettre les sages-femmes ensemble. Après, il y a quelques sages-femmes suédoises qui se sont ajoutées à eux. Et ils ont vu que donc, ça a commencé par être comme une corporation européenne. Après, il y a d'autres sages-femmes, d'autres pays qui se sont approchés. Et en commençant par Union internationale des sages-femmes. Alors, c'est vraiment quand la corporation prenait toutes ces grandes dimensions en intégrant beaucoup d'autres sages-femmes du monde que pour essayer un peu de mettre tout le monde, ils ont quitté le nom de l'Union internationale des sages-femmes à la Confédération internationale des sages-femmes. Et dont la SCOSAF fait partie. Et donc la SCOSAF, donc on est parti d'une association à 2 associations, 3 associations, jusqu'à tel point la SCOSAF les a rattrapés en étant 123e association qui a été incorporé comme membre effectif de la Confédération internationale des sages-femmes. Aujourd'hui, peut-être pour ajouter à ce que tu as dit, l'AICM aujourd'hui compte plus de 140 quelques associations membres. Donc il y a des autres qui sont ajoutées après la SCOSAF, mais la SCOSAF a un souvenir. C'était d'abord la participation à son premier congrès au Canada, plus précisément à Vancouver, à Toronto, je ne me trompe pas, à Toronto, où il a participé à un congrès de l'AICM. Et après cette participation-là, multiple, vous savez, adhérer à la Confédération internationale des sages-femmes, donc vous êtes tamisés. Vous êtes tamisés, on sent votre poids, on sent que non, ils sont dignes d'être sages-femmes dans le monde. Donc, faire son entrée à la Confédération internationale des sages-femmes, ce n'est pas petite chose, cela montre que la RDC ou l'association des sages-femmes de la RDC avaient atteint un niveau acceptable, valable pour le monde. Justement, Monsieur Ambroka, l'AICM, une grande association, comme vous venez de le préciser, plus de 140 associations y font partie, regroupées au sein de cette grande structure que vous appelez même le chapeau au sein de votre organisation, de votre métier. Mais aujourd'hui, 100 ans d'existence, c'est quand même une longue expérience. Qu'est-ce que la SCOSAF a eu à tirer de cette expérience, de ces 100 ans? Est-ce que vous avez eu à bénéficier, à tirer profit de quelque chose en faisant partie de cette grande structure? On a tiré beaucoup de choses. D'abord, je vous informe que l'AICM a essayé d'incorporer informellement la SCOSAF 3 ans avant son adhésion officielle. Parce qu'on s'est rencontrés dans des conférences où, souvent quand l'AICM organise des cérémonies, quand vous êtes sage-femme, mais vous n'appartenez pas à la corporation qui a adhéré officiellement, vous avez une place réservée pour vous dans un coin où ce sont des associations non adhérées. Et un peu là, comme des visiteurs, voilà, vous observez de loin. Vous n'avez pas droit de vote,
vous n'avez pas, quand il faut intervenir, donc votre voix n'est pas prise en compte quand il faut trancher ou prendre en considération, mais au moins, vous pouvez contribuer avec des idées. Alors, parmi multiples associations non adhérées, la SCOSAF qui participait, mais on a vu l'étoile de la RDC, votre humble serviteur devant vous, qui, chaque fois en intervenant, mais cette association-là, c'est ainsi qu'avant l'intégration, avant l'adhésion officielle, l'AICM a intégré la SCOSAF qui a participé même à des formations organisées par l'AICM sans être membre effectif. Ce qui est presque impossible dans l'AICM, mais la SCOSAF a bénéficié. Là, c'est la première chose que je peux témoigner comme bénéfice, c'est la confiance que la SCOSAF a bénéficié de la Confédération sans être encore membre. Et pas seulement ça, toutes ces formations-là ont permis à la SCOSAF de s'harmoniser, de se développer en interne, parce que l'AICM développe les documents qui peuvent aider l'association à se développer, à s'auto-évaluer, à développer tout ce qu'il a sur le plan organisationnel et structurel. Nous en avons bénéficié, c'est aussi un gain. Et pas seulement ça, l'AICM vous accompagne dans votre développement, leadership, management, ainsi de suite, nous en avons bénéficié. C'est ce qui fait que la SCOSAF aussi en RDC, vous savez, il y a longtemps, on ne parlait pas de la sage-femme dans ces pays. Alors, le fait qu'aujourd'hui, on parle de la sage-femme dans ces pays, les partenaires nous appuient, c'est parce que le bénéfice vient d'une part de la Confédération internationale des sages-femmes, qui fait que l'association a quitté d'un niveau tellement non structuré, un développement un peu trop limité à atteindre les niveaux que nous avons aujourd'hui, je sais que nous ne sommes pas encore ce que nous devons être. Nous ne sommes pas ce que nous étions. Petit à petit, vous allez y arriver. Voilà. Monsieur Ambroka, je le disais au début de cette émission, que vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Il y a également Madame Aline Moulunda, conseillère sage-femme à l'UNFPA. Madame Aline, lorsqu'on parle de la santé de la reproduction, on fait directement allusion à l'UNFPA. Et lorsqu'on parle de la sage-femme, on fait allusion à l'UNFPA. Est-ce qu'on peut savoir ce que l'UNFPA fait concrètement aux côtés de la sage-femme ici en RDC? Merci pour la question. Effectivement, l'UNFPA accompagne les sages-femmes. En fait, la santé sexuelle et reproductive est un mandat de l'UNFPA. Et c'est ainsi que dans cette santé sexuelle et reproductive, elle met un focus sur les sages-femmes. Parce qu'elle considère, l'UNFPA considère que les sages-femmes sont un pilier qui vont aider à baisser le taux de mortalité. Et comme vous le savez bien, la RDC fait partie des pays qui contribuent à la mortalité, au taux élevé de mortalité à travers le monde. Et l'UNFPA a compris que c'est à travers la sage-femme qu'effectivement ce taux peut être inversé vers le bas. Alors c'est comme ça qu'il s'investit effectivement dans l'accompagnement des associations, et spécifiquement l'association au niveau de la RDC, c'est la SCOSAF. Il s'investit dans la formation et il s'investit aux côtés aussi de la SCOSAF dans la mise en place d'une réglementation. Voilà un peu les trois piliers qui sont de la profession sage-femme sur lesquels l'UNFPA apporte son appui autant technique que financier. On va justement au cours de cette émission revenir sur la formation. Vous appuyez la formation. On va se poser cette question de savoir la qualité de la formation en République démocratique du Congo. On va en parler au cours de cette émission. Mais Madame Aline, vous accompagnez, vous êtes là depuis un certain temps. On a senti que vos actions sont trop intenses du côté de la SCOSAF. Est-ce qu'il y a-t-il une amélioration? Qu'est-ce qui n'allait pas bien dans la pratique sage-femme en RDC et qui aujourd'hui, grâce à vos multiples actions qui évoluent correctement? Ok, on s'investit dans les trois piliers, comme je l'ai dit précédemment, et comme vous voulez que je parle essentiellement de la formation. Alors, par rapport à la formation, il y a eu un état des lieux qui avait été fait avec le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, avec la SCOSAF en 2011, qui a identifié un gap dans la formation. Parce qu'au départ,
une des choses qui empêchait à ce que cette sage-femme puisse être vraiment compétente, c'était le fait que sa formation était associée à la formation des infirmiers. Ce qui a permis, avec cet état de lieu, d'identifier ce gap. En identifiant ce gap, l'UNFPA a accompagné le ministère de l'Enseignement à mettre en place un curricula qui autonomise la formation de la sage-femme, mais aussi un programme qui est basé sur les compétences et basé aussi sur les normes de formation édictées par l'AICM. Je me souviens qu'à l'époque, déjà, les sages-femmes parlaient du système LMD, qui aujourd'hui est devenu un système qui s'applique dans tous les secteurs universitaires. Mais déjà, les sages-femmes avaient commencé avec le système LMD. Vous parlez de curricula qui a été mise en place. Mais qui forme les sages-femmes en République démocratique du Congo? Qui forme les sages-femmes? Est-ce que ce sont les mêmes enseignants qui forment les infirmiers? Est-ce qu'ils ont eu des notions? Sont-ils compétents pour transmettre les notions qu'il faut aux sages-femmes? Qui forme les sages-femmes en RDC? Alors, je reviens encore aux normes de l'AICM, parce que en fait, l'AICM accompagne en édictant des normes. En principe, l'AICM dit ceci: les sages-femmes doivent être formées par des sages-femmes, sans oublier les autres collaborateurs, parce que s'il faut de l'informatique à la sage-femme, il faudra un informaticien, exactement, par exemple. Alors, justement, dans l'accompagnement de l'UNFPA, en mettant en place le programme de sage-femme, nous avons aidé le gouvernement à mettre en place la filière de reconversion. Cette filière de reconversion permet de reconvertir en sage-femme des infirmiers. Étant donné qu'il y a déjà beaucoup d'infirmiers qui sont déjà dans le système d'enseignement ou dans le système de santé national et que le recrutement est assez difficile vu les circonstances de notre pays, il y a une stratégie que l'UNFPA a mis en place, l'UNFPA a accompagné le gouvernement à mettre en place. C'est la filière de reconversion qui permet à ce que des enseignants infirmiers, parce que je vous ai dit au départ que la formation était une seule formation des infirmiers. Et en autonomisant la section sage-femme, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs enseignants infirmiers. Et la reconversion permet à ce que nous puissions reconvertir des enseignants sages-femmes des enseignants infirmiers en sages-femmes. C'est ainsi que l'UNFPA accompagne la RDC, le système d'enseignement, le ministère de l'Enseignement supérieur de la RDC, à mettre cette reconversion dans plusieurs systèmes à travers le pays. Et ça, nous le faisons en collaboration avec la SCOSAF également. Et comme ça, en implantant des filières de reconversion dans les différents systèmes, nous commençons par reconvertir des enseignants infirmiers qui deviennent des sages-femmes et qui peuvent maintenant enseigner aux sages-femmes. Ça, c'est une grande stratégie. C'est pour assurer la qualité justement de l'enseignement dispensé. Mais j'aimerais, Madame Aline, je veux revenir à vous. Monsieur Ambroka, Madame Aline a salué ce que nous a rappelé, c'est que fait l'UNFPA pour valoriser encore une fois ce métier de la sage-femme qui a été longtemps un métier méconnu. Est-ce qu'avec toutes ces actions aujourd'hui, ce métier reprend sa place? Est-ce qu'aujourd'hui le métier est connu? Parce qu'il y a encore des femmes qui préfèrent aller dans des cabinets des obstétriciens, rencontrer des gynécologues, qu'aller dans les hôpitaux où ils peuvent être suivis et accompagnés par les sages-femmes. Certaines femmes enceintes se posent encore la question de savoir elles font quoi. Nous ne sommes pas là où nous devons être, nous ne sommes pas là où nous étions, nous sommes quelque part. Et aujourd'hui, le métier a pris de l'ampleur, a pris son ascension dans ce pays. Donc, aller dans la communauté, dans le monde des professionnels, dans le monde des médias, donc n'est pas
connaître ou bien ignorer la profession sage-femme, c'est juste un semblant. Donc la profession est vraiment aujourd'hui connue. Il est vrai qu'il y a encore à faire pour faire connaître davantage la profession et surtout la communauté qui consomme, qui est bénéficiaire, la femme ou qui est bénéficiaire des services d'une sage-femme. La communauté ou bien les femmes reconnaissent aujourd'hui le travail de la sage-femme. Et quand il est à l'hôpital, dès qu'il a la chance d'avoir devant elle une sage-femme, elle préfère bien aller vers une sage-femme en premier lieu et peut-être voir l'obstétricien ou le médecin juste quand il a une référence pour une compétence un peu beaucoup plus élaborée que la sage-femme n'a pas dans son champ. Et je dis bien qu'il n'a pas dans son champ. Mais avec l'appui de partenaires comme UNFPA et d'autres partenaires, nous sommes rendus compte que la SCOSAF se bat aux côtés des écoles, aux côtés de la formation continue pour que la sage-femme soit compétente. Donc, ce qui est de ses compétences dans son champ de pratique, elle le fait. Ce qui fait que si vous aurez la chance peut-être d'avoir les gynécologues, les obstétriciens ici, ils vont témoigner pour dire qu'ils ont davantage moins de consultations qu'avant parce que beaucoup de sages-femmes trouvent déjà solution auprès des sages-femmes qui sont en première ligne ou en première ligne pour la santé sexuelle et reproductive. Donc, les métiers par rapport à tout l'appui, l'accompagnement de l'ASM, l'appui des partenaires comme UNFPA, le métier a pris son ascension et fait bon chemin dans ce pays. On parle de 100 ans des progrès. L'AICM célèbre ses 100 ans cette année, je le disais au début de cette émission, 100 ans de progrès. C'est aussi le thème retenu cette année pour célébrer la journée internationale de la sage-femme. Parlons de progrès, M. Mboka. Y en a-t-il eu en RDC? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la liste de progrès? Sur la liste de progrès, d'abord, une formation qui a commencé par être les gens appelaient aide accoucheuse. Là, c'était avant le bâton colonial. Aide accoucheuse. Après le bâton colonial, ce n'est plus aide accoucheuse, c'est accoucheuse auxiliaire. Donc, premier progrès. Après aide accoucheuse, non, mais ce n'est pas quand même élaboré, il faut encore un peu beaucoup de compétences. Les systèmes ouvrent des portes et mettent à la section sciences infirmières une section et une orientation appelée accoucheuse. Il commence à former, donc c'est encore un progrès entre l'accoucheuse auxiliaire et l'accoucheuse graduée. Un progrès. De l'accoucheuse graduée qui pouvait être formée dans des systèmes, encore un progrès, on dit non mais dans le monde qu'est-ce qu'on dit? Accoucheuse ou sage-femme? Non, c'est sage-femme. Ok, les pays, avec l'accompagnement de l'UNFPA, s'est dit non, on ne va pas seulement changer le nom, commençons par la formation. Voilà pourquoi l'UNFPA, la Conseil sage-femme pays, venait de le témoigner ici, en 2011. Qu'en est-il de l'accoucheuse en RDC? Voyons son programme, non. Le programme là a besoin d'être renforcé. AISM, est-ce qu'on peut avoir les normes et directives? Voilà les normes. Avec l'accompagnement des UNFPA, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on a essayé de revoir les programmes pour l'ajuster sur les normes et directives. Et pas seulement ça, comme vous l'avez reconnu ici, le tout premier programme en RDC, qui grâce à l'AISM, à UNFPA, a pu être arrimé au système LMD, voilà encore un progrès. Un autre progrès, non, ça ne peut jamais être une orientation de la section de sciences infirmières, il faudrait que ça soit une section autonome. Encore un progrès. Aujourd'hui, une section autonome appelée sage-femme dans des systèmes. Non, écoute, il ne peut pas encore continuer à être appelé accoucheuse, mais plutôt sage-femme. Aujourd'hui, dans tous les coins, c'est sage-femme et non accoucheuse. Et là, c'est du côté, je ne sais pas encore évoluer. Aujourd'hui, que nous évoluons encore, beaucoup des écoles ont ouvert les sections sage-femme autonomes, des enseignants formés, qualifiés pour former les sages-femmes, ce qui n'était pas hier, encore un progrès. Encore un progrès. Les écoles qui forment les sages-femmes là, avec l'appui des UNFPA, équipées en matériel de 3e génération, les matériels techniques de haute technologie, pour la formation des sages-femmes. Vraiment, dans le domaine de la santé, pas pour aller loin, s'il y a des gens qui ont des salles techniques équipées pour la formation, pour les compétences, ce sont ceux-là appelés les sages-femmes. Monsieur Ambroka, je veux vous arrêter à ce niveau-là. Vous êtes allé de progrès en progrès. Nous saluons cela et nous comprenons quand même qu'il y a de quoi célébrer. Vous voulez être autonome, que le métier soit autonome. Vous voulez que le métier soit réglementé. Est-ce que vous pensez que cette étape ne va pas être comme un frein à vos progrès, ne va pas faire à ce que tout ce que vous aviez acquis puisse ralentir un peu, parce que vous vous battez encore pour votre autonomisation, vous battez encore pour votre réglementation. Est-ce qu'il y a-t-il pas un déséquilibre à ce niveau-là? Merci beaucoup, Patricia.
Tu sais, la sage-femme, c'est une héroïne pour la santé sexuelle et reproductive. C'est un poisson dans l'eau, un aigle dans les airs. L'aigle ne recule pas devant la tempête, mais il se sert de la tempête pour déployer ses ailes et faire reposer ses ailes. C'est-à-dire que la sage-femme ne recule pas devant les obstacles. Le problème de la réglementation n'est pas un obstacle pour la sage-femme parce que c'est un processus qui a aussi connu des progrès. Et malheureusement que vous étiez peut-être fatigué des progrès parce que la liste était très longue. Mais de ce côté-là, je vous dis qu'une association qui a commencé par être Union nationale des accoucheurs et accoucheuses, avec moins de 50 membres. Aujourd'hui, pas UNAC, mais plutôt SCOSAF, donc Société Congolaise de pratique sage-femme. Donc une société savante. Parmi les sociétés savantes de la RDC ou du monde, nous avons la Société de gynécologie obstétrique Congo, nous avons la SOPECODE, Société de pédiatrie du Congo démocratique, et nous avons SCOSAF. Donc parmi les sociétés savantes que le ministère, que le partenaire consulte quand il faut décider de la pratique sage-femme. Donc un progrès. Et comme vous le dites, le troisième pilier de la pratique sage-femme compétente, quand nous parlons de l'association, on parle de la formation ici. Le troisième pilier, c'est la réglementation. Voilà pourquoi les partenaires qui nous accompagnent. Le ministère de la Santé a dit non. Comme ces trois piliers, je ne peux pas élever deux et laisser un pilier à côté, sinon la toiture ne sera pas équilibrée. Il faut la réglementation. Et la SCOSAF, avec l'appui de l'UNFP et d'autres partenaires, nous nous sommes mis au travail. En commençant par un avant-projet de loi qui a été écrit par les sages-femmes. S'il vous plaît, par les sages-femmes. Donc, pour dire que les sages-femmes sont multisectorielles et quelque part, par les sages-femmes, s'il vous plaît, toujours avec l'appui des partenaires. Un projet de loi qui suit son cours. Un avant-projet de loi qui est devenu un projet de loi. Et un projet de loi reçu par l'Assemblée nationale, donc une proposition jugée recevable par l'Assemblée nationale. Donc, passer au débat, toutes les formes. Et aujourd'hui que je parle, c'est une loi qui est allée maintenant. Et quand je vous dis que les jours de vote à l'Assemblée nationale, donc à 99,99% des votes pour accepter cette loi. Et aujourd'hui que nous parlons, la loi est dans des commissions en train d'être travaillée. Mais M. Ambrock, certaines personnes estiment qu'on peut également fusionner les sages-femmes aux infirmiers pour qu'ils puissent travailler ensemble. Vous parlez des systèmes, Madame Aline a parlé des systèmes où il y a des reconversions qui se font. Il y a déjà beaucoup d'infirmiers, d'autres essayent de devenir sages-femmes pour augmenter le nombre. Certaines personnes pensent qu'il serait mieux de faire ordre des infirmiers et de la sage-femme, parce que vous tous, vous travaillez dans les hôpitaux aux côtés des malades, aux côtés des femmes qui accouchent. Pourquoi ne pas faire une coalition et faire ordre des infirmiers et de la sage-femme? Pourquoi il faudrait dissocier les deux métiers? Merci beaucoup. Même dans une maison, c'est une maison, un bâtiment, mais il y a quand même un salon qui répond aux normes d'un salon. Il y a une cuisine qui répond aux normes des cuisines. Mais pourquoi ne pas dire que non, écoutez, comme c'est la maison, que les salons deviennent cuisine, non, c'est un seul bâtiment, c'est autour de la femme. Les infirmiers, le médecin, les autres sont des collaborateurs. Nous travaillons ensemble, ça, il ne faut pas le nier. Mais cela ne veut pas dire que ça devient un seul métier, non. C'est comme qui dirait, non mais écoutez, quand nous prenons les animaux, un poisson c'est un animal, la chèvre c'est un animal, mais pourquoi ne pas chercher la négociation pour mettre ensemble la chèvre et le poisson dans l'eau? Mais vous allez tuer la chèvre. Ou alors chercher à ce que le poisson puisse aller vivre ensemble dans la savane avec la chèvre, mais vous allez tuer le poisson. Donc pour dire que ça reste des métiers qui doivent collaborer, ça c'est vrai. Mais pas avoir un seul ordre projet, parce que les champs de la pratique, ce qu'on est en train de réglementer, c'est la pratique. Or, les champs de la pratique sage-femme, c'est un champ propre à la sage-femme. Un champ qui n'est pas le champ de la pratique infirmière. Les champs de la pratique infirmière, un champ autre aussi. Donc, mettre ces corporations-là ensemble dans un ordre, mais serait mettre... Et même les pays où on a mélangé comme ça, il faut savoir que dans cet ordre-là, il y a un conseil. Donc, un seul ordre, mais il y a un conseil pour les infirmiers, un conseil pour les sages-femmes. Donc, ça ne peut pas se mélanger pour dire que la profession infirmière, c'est une profession à part entière. La profession sage-femme, c'est une profession à part entière. Les champs de la pratique se diffèrent aussi nettement. Pourquoi on dit que la sage-femme exerce une profession médicale à compétences définies à quoi? À l'obstétrique physiologique,
à la gynécologie préventive, à la planification familiale, à la santé sexuelle. Donc c'est un champ bien défini qui n'est pas le champ de l'infirmier, qui n'est pas le champ du médecin. Et pour terminer, je vous rassure même, dans toutes les professions, ou pour les professionnels de santé, l'unique profession ou professionnel qui a un champ de pratique bien circonscrit propre à la sage-femme où elle peut intervenir du début à la fin sans faire intervenir une autre profession, c'est la sage-femme. On comprend que M. Ambroka ne veut pas négocier sur cet aspect-là de coaliser avec un autre métier. Ils vont certes travailler ensemble. Mais Madame Aline, vous êtes conseillère pays, sage-femme à l'UNFPA. Donc vous connaissez un peu ce secteur. Vous travaillez également à l'UNFPA avec les infirmières et les infirmiers. Quel est votre avis par rapport à cet aspect? Est-ce que vous pensez que c'est possible de mettre les deux structures ensemble ou il faudrait qu'ils puissent évoluer de façon séparée? Merci pour la question, mais je vais renchérir dans le même sens que le président de la SCOSAF. Parce que c'est vraiment deux professions totalement différentes. Je donnerai mon exemple. Je suis infirmière. J'étais infirmière. Vous êtes passée par la reconversion. Je suis passée par la reconversion et ça a été une expérience très fondamentale pour moi. Parce qu'au départ, j'étais du même avis. Tous, c'est des professions médicales. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet acharnement? Mais j'avais vraiment cette envie d'aider les femmes. Et je me suis investie dans cette profession et j'ai décidé de faire une reconversion. Au départ, quand j'arrivais, c'était en train de dire « Oh non, 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 je viens juste pour une petite formation. » Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à suivre les cours, les enseignements, etc., j'ai vu que c'est une profession totalement différente. Et comme le président l'a bien souligné, le champ de pratique de la sage-femme est complètement différent du champ de pratique de l'infirmier. Et ça, il faut bien le souligner. Et les aspirations, la profession sage-femme a cet accompagnement de la femme, cette empathie avec la femme. Et c'est une connaissance très approfondie de la femme. Elle a l'expérience de la femme que nécessairement l'infirmière n'a pas. Parce qu'elle doit passer dans d'autres services. C'est ça son champ de pratique. Mais la sage-femme, elle est en pré, en père, en post-natal. Et elle accompagne tout ce processus. Et elle a d'autres aspects spécifiques de la santé de reproduction pour lesquels elle accompagne. Et ce n'est pas pour rien qu'on la prend en situation humanitaire comme un pilier, une base sur laquelle on peut s'appuyer parce qu'elle est apte à prendre en compte la grossesse, ses complications, elle prend en compte les violences basées sur le genre, elle peut aider cette femme qui a subi une violence pendant un conflit dans une situation humanitaire qui ne manque pas. J'aimerais justement vous poser une question, Madame Aline, par rapport à cette situation humanitaire. Aujourd'hui, il y a un autre concept qu'on ne connaissait pas avant. On parle de sage-femme humanitaire. Justement, vous étiez en train d'expliquer déjà ce qu'elles peuvent faire sur le terrain. Mais est-ce qu'au niveau des systèmes, il y a des enseignements particuliers par rapport aux sages-femmes humanitaires? Nous avons remarqué que l'UNFPA s'emploie à former des poules, des sages-femmes humanitaires. Il y en a déjà 7, si je ne me trompe pas, dans plusieurs provinces, et surtout des provinces où il y a quand même eu des crises, notamment dans le Kasaï. Est-ce qu'on peut savoir si au niveau des systèmes, il y a aussi des enseignements particuliers par rapport aux sages-femmes humanitaires? Exactement, parce que l'UNFPA a accompagné, comme je vous ai dit, l'UNFPA accompagne l'enseignement supérieur dans la formation des sages-femmes. Et justement, à la révision du programme en 2019, a été incorporé cet aspect humanitaire dans les enseignements de la sage-femme.
Parce que c'est indispensable, surtout dans un pays qui a connu 20 ans de situation humanitaire et qui continue à prévaloir. Cette situation humanitaire prévaut toujours, notamment dans l'Est et dans quelques poches dans d'autres provinces. Il y a des épidémies. Il y a des épidémies, il y a la malnutrition. Tout ça fait que on n'arrête pas à avoir des enfants. Pendant la situation, pendant les guerres. Il y a eu Covid, les femmes continuaient à fréquenter les maternités. À fréquenter la maternité. Et nous avons constaté, avec l'UNFPA accompagné justement à la formation de ces poules humanitaires et à même accompagner des sages-femmes qui étaient dans des camps de réfugiés pendant 1 année, 2 ans. Et nous avons vu le travail de ces sages-femmes. Ce sont des héroïnes dans la situation humanitaire, où elles étaient là à côté des femmes, dans des camps de réfugiés. Et c'était la seule qui pouvait accompagner ces femmes pendant leur grossesse, qui pouvait accompagner les femmes pendant leur accouchement dans des situations parfois très difficiles. Mais est-ce que vous avez déjà eu à estimer l'impact de vos actions sur le terrain depuis que vous accompagnez intensement, je dirais, les sages-femmes, depuis que vous avez mis en place des pools des sages-femmes humanitaires? Est-ce que vous avez déjà eu à estimer l'impact de vos actions? Est-ce que ça porte des fruits? Bien sûr, ça porte des fruits. Aujourd'hui, en tout cas, nous avons un programme, par exemple, qui est vraiment solide. Et comme nous l'avons dit, comme vous l'avez dit tantôt, le LMD a été mis à échelle sur le pays. Et je vous assure que le programme Sage-Femme n'a pas eu de problème à être mis à échelle. Et aujourd'hui, l'UNFPA accompagne cette mise à échelle dans au moins 24 ISTM qui ont la section Sage-Femme. 24 pour cette année. Alors, ça a un impact, la formation. Et dernièrement, nous étions avec le représentant en audience chez le ministre de l'Enseignement supérieur qui a témoigné en disant qu'il a vu lui-même la différence entre les sages-femmes qui étaient formées dans les ISTM accompagnées par l'UNFPA et les autres. Encore un autre problème. La différence était nette. Oui, la différence est certes nette. Heureusement que vous aviez précisé les ISTM accompagnés par l'UNFPA. Monsieur Ambroka ne va pas me contredire qu'aujourd'hui, les ISTM, on en trouve de plus en plus. Chacun se décide d'ouvrir son institut supérieur des techniques médicales et met la mention sage-femme. Ça encore, c'est un autre problème qu'il faudrait voir dans la réglementation. Et j'espère que vous allez y travailler. Lorsqu'on parle de la sage-femme, on entend plus parler de l'UNFPA qui n'est qu'un partenaire. On n'entend pas parler du gouvernement de la République. On entend moins le ministère de la Santé. On entend moins le programme national de la santé et de la reproduction. On espérait les avoir sur ce plateau pour parler également de la pratique sage-femme. Mais c'est plus l'UNFPA qui prend le devant, Madame Aline. Est-ce que vous ne pensez pas que vous occupez même la place ou même le rôle que devait jouer le gouvernement aux côtés de la sage-femme? Non, pas du tout, parce que nous ne faisons aucun pas sans le gouvernement. Quand nous devons appuyer les systèmes, nous passons par le gouvernement. C'est l'enseignement supérieur et universitaire qu'on appuie, qu'on accompagne. Et nous avons, par exemple, avec l'enseignement supérieur et universitaire, un comité de pilotage qui représente le gouvernement dans notre collaboration. Et c'est avec ce comité de pilotage que nous parcourons tous ces systèmes. En fait, c'est pas l'UNFPA apporte son appui au gouvernement, que ce soit avec le PNCR, parce qu'avec le PNCR, nous parcourons pour la formation des sages-femmes humanitaires, par exemple. Le PNCR est pratiquement présent. Nous travaillons avec les DPS locales au niveau des provinces, parce que c'est eux qui sélectionnent les participants. Quand nous devons, par exemple, soutenir les étudiants à la reconversion dans une province, c'est la province qui exprime ses besoins, c'est la province. Nous craignons qu'ils ne soient là que comme de participants. Non, absolument pas. Et que le travail soit déjà préparé ailleurs. Il n'y a pas une crainte. Ce sont des spécialistes nationaux qui viennent de l'enseignement supérieur, du ministère de la Santé, qui, par exemple, pour le programme, mettent leur expertise. L'UNFPA ne vient qu'en appui
Monsieur Ambroka, je reviens à vous justement par rapport à cette question. Que fait le gouvernement pour la SCOSAF? Qu'est fait le programme pour la SCOSAF afin d'étouffer un tout petit peu la voix des partenaires, la voix de l'INFPA qui prime trop sur les actions de la SCOSAF? Qu'est fait le gouvernement, monsieur Ambroka? Merci beaucoup. Vous savez, le gouvernement fait beaucoup. La SCOSAF, c'est une corporation qui accompagne, qui est d'abord partenaire du gouvernement pour l'accompagner. Et le gouvernement fait tellement beaucoup que, vous savez, même dans un village, quand il y a un étranger ou bien un étranger, il est beaucoup plus remarquable que les autochtones. Donc, le gouvernement, UNFPA, c'est un partenaire qui vient, si vous voyez plus UNFPA, c'est parce que c'est un partenaire qui vient, qui mène des actions, qui appuie le gouvernement, mais le gouvernement ne peut pas se taper la poitrine parce qu'il fait son travail. Et il est appuyé par les partenaires. Les partenaires, dans cette collaboration-là entre les pays, les partenaires montrent ce qu'il fait pour le gouvernement. Mais donc vous confirmez sur ce plateau que le gouvernement fait correctement son travail aux côtés de la SCOSAF? Il fait le travail, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons par exemple au niveau de... Vous savez, la première activité officielle de l'actuel ministre de la Santé, c'était le 5 mai. La première signature pour une invitation, c'était le 5 mai 2021. Donc la première activité qu'il était haute avec sa signature sur l'invitation, c'était l'activité de sage-femme. Je recule encore. La toute première cérémonie de l'estimée première dame, Madame Denise Nyakeru, sa première sortie en tant que première dame, c'était avec les sages-femmes en 2019 au camp Tchatchi. Donc les sages-femmes sont vraiment des héroïnes qui ont une étoile particulière qui fait que... Alors vous voyez, cette attention-là, ça montre déjà l'implication du gouvernement. Le ministre a signé l'invitation, il est parti. Et quand nous descendons au niveau du secrétariat général, nous avons la direction de la santé, de la famille et groupes spécifiques. Ce qu'on appelait avant 10e direction, qui chapeaute les sages-femmes qui travaillent parce qu'ils s'occupent de la santé de la famille et groupes spécifiques. Vous êtes une étoile alors qui brille, monsieur Ambroka. Exactement. On sent qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vous appuyer, qui veulent vous soutenir afin que vous puissiez vraiment briller davantage, afin que vous puissiez continuer à correctement jouer votre rôle aux côtés de la femme pour réduire le taux de mortalité, comme le disait Madame Aline. Vous parlez des progrès, il y en a eu tellement beaucoup et vous continuerez à en parler. Vous aurez encore l'occasion de revenir sur ce plateau pour étaler ces progrès et toutes les actions que vous avez eu à accomplir grâce notamment à vos partenaires et au gouvernement congolais. Mais j'aimerais quand même qu'on parle des défis. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la SCOSAF? Quels sont les problèmes qui sont comme des obstacles qui ne vous poussent pas à bien décoller? Ok. Parmi les défis, c'est le processus de la réglementation, bien sûr, qui doit atteindre son terminus, c'est-à-dire que la signature de la loi au niveau de la présidence. Donc il reste l'étape où il doit quitter les commissions pour aller au niveau du Sénat et du Sénat vers la présidence. Et nous accompagnons toujours avec l'appui des partenaires qui nous accompagnent. Donc ça c'est un défi que nous sommes en train d'aller, pour lequel nous avons les horizons devant nous, parce que cette loi doit venir. Parce que ce soit le gouvernement, que ce soit les parlementaires, que ce soit la présidence, on ne voit pas en quoi cette loi-là dérange une personne. Par contre, c'est la loi qui vient pour sauver la communauté, donc les femmes, les bénéficiaires. Donc ça, c'est quelque chose qui va être fait. Pourquoi? Parce que, vous voyez par exemple, maintenant, vous êtes en train de dire qu'il y a des sages-femmes qui ont connu un peu de problèmes, surtout en province, parce qu'on leur demande une fois adhérer à l'ordre des infirmiers. Mais nous savons déjà que les infirmiers, avec le président Komba Diego de l'ordre des infirmiers, que je salue en passant, qui a lancé un message à tous les infirmiers pour dire laissez les sages-femmes, les accoucheuses, les obstétriciens, laissez ces gens-là tranquilles parce qu'ils ont leur profession à part et les sages-femmes leur profession à part. Donc voilà, pour qu'il n'y ait pas toujours ces dérangements, il faudra que la loi, parce que cette loi viendra encore davantage renforcer. Vous avez justement l'occasion également sur ce plateau, vous, de lancer votre message aux sages-femmes qui vous écoutent. Mais moi, j'aime bien aussi que vous puissiez lancer un message aux femmes, parce que ce sont les femmes qui doivent faire confiance aux sages-femmes lorsqu'ils partent dans les hôpitaux. Monsieur Ambroka, c'est 5 mai, c'est la journée internationale de la sage-femme et vous,
vous. Vous avez justement cette caméra qui est juste en face de vous pour lancer un message aux sages-femmes qui vous écoutent en ce moment, aux partenaires qui vous appuient, mais également aux femmes qui sont en train de vous suivre. Je vous salue en passant. Vous êtes des héroïnes, vous êtes une profession particulière et on a besoin de vous partout en RDC. Donc voilà, aujourd'hui les partenaires vous appuient, donc appuient les sages-femmes, la SCOSAF, le gouvernement nous accompagne, c'est parce qu'ils attendent de nous et de vous quelque chose. Vous avez alors intérêt à montrer vos compétences parce que vous les avez et il n'y a nulle part ces compétences ailleurs que chez vous, les sages-femmes. Donc montrez de quoi vous êtes capable pour que la femme accouche dans de très bonnes conditions. D'abord, qu'il ait accouché dans de très bonnes conditions, que ça évolue très bien, qu'elle accouche dans de bonnes conditions après l'accouchement et qu'elle soit en vie, et la femme et le bébé. Donc, une fois de plus, coup d'échafaud, vous êtes braves de tout ce que vous faites comme travail en RDC. Nous sommes conscients, nous sentons les échos. Coup de chapeau, allez de l'avant. Au gouvernement, merci beaucoup pour votre accompagnement à cette profession. Vous ne vous êtes pas trompé parce que tous les pays qui ont investi dans la sage-femme ont vu les taux de mortalité baisser. Et vous, vous en avez déjà essayé. Partout, il y a la sage-femme. Je pense que les données remontent au PNCR, au niveau du ministère et tout. Il y a la différence. Quand la sage-femme arrive, c'est la femme qui chute, c'est la femme qui est en vie, c'est l'enfant qui est en vie. Et alors, à vous les partenaires, merci pour tout votre accompagnement, UNFPA et tous les autres partenaires pour l'appui que vous donnez aux sages-femmes et à la SCOSAF, tous les collaborateurs. Un grand coup de chapeau pour le travail que vous faites. Et parce aux femmes qui accouchent, il ne faut pas les oublier. Et à ces femmes-là, chères mamans, chères femmes, vous avez une référence. Quand vous êtes à l'hôpital, quand vous êtes dans les quartiers, vous avez la référence. Regardez la rose. La rose, c'est la sage-femme. Pour tout ce qui est de votre santé sexuelle et reproductive, pour tout ce qui est de votre grossesse, pour tout ce qui est autour de votre santé, autour de votre maternité, vous avez une référence, c'est la sage-femme. Quand vous arrivez à l'hôpital et que vous avez les problèmes de santé sexuelle et reproductive, les problèmes de votre grossesse, référez-vous à la rose. La rose, c'est la sage-femme. Elle vous attend pour vous accompagner. Madame Aline, on va finir avec vous, vraiment de façon très bref. Quel est votre message aux femmes qui vous écoutent en ce moment? Aux femmes qui nous écoutent en ce moment, nous leur disons que la sage-femme est vraiment prête pour les accueillir. Et que nous avons fait avec le gouvernement, avec les associations, en sorte que les sages-femmes qui vous accueillent soient les plus compétentes qu'au possible. C'est sûr, certains défis sont à relever encore, mais nous voulons dire que l'UNFPA reste aux côtés des femmes pour que leur avenir, dans les 100 ans, à venir, soit encore meilleur. Et nous espérons que dans 100 ans, les personnes qui seront sur ce plateau encore dans 100 ans diront encore de meilleures choses pour les sages-femmes et pour les femmes. Nous espérons également que grâce à votre appui, la République démocratique du Congo va sensiblement réduire le taux de mortalité. Exactement. Parce que vous vous impliquez, vous vous investissez justement dans la sage-femme pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Alors c'est vraiment très très important de rappeler cela et pour qu'on puisse investir, continuer à investir dans la pratique sage-femme et pour qu'on puisse valoriser encore une fois ce métier qui est noble. Merci à vous, Monsieur Ambroka Kabeya, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président national de la Société congolaise de sages-femmes. Merci d'être venu sur ce plateau de Check-up. Merci à vous, Madame Aline Mulunda, conseillère sage-femme pays en République démocratique du Congo. Donc, vous êtes donc à l'UNFPA. Merci pour votre soutien et votre accompagnement. Et nous espérons, comme vous l'aviez dit, que dans les 100 prochaines années, il y aura encore des progrès et des progrès, on ira des progrès en progrès. Merci d'être venu sur ce plateau de Check-up. Et voilà, mesdames et messieurs, ce Check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision et j'en profite pour souhaiter une très bonne fête aux sages-femmes de la République démocratique du Congo, mais aussi à toutes les sages-femmes du monde entier. Continuez donc à sauver des vies puisque vous êtes des héroïnes.